Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour aborder une question que vous avez été nombreux à me poser en commentaire. Effectivement, dans mes précédentes vidéos sur les ETF, je parlais notamment de ma préférence pour les ETF S&P 500 versus les ETF MSCI World, et je disais également que je n'aimais pas les ETF Emerging Market. Et vous avez été nombreux à me faire remarquer que si c'était uniquement une question de performance, pourquoi alors est-ce que je n'achetais pas un ETF Nasdaq, tout simplement qui est plus performant que le S&P 500 sur le papier? Et bien c'est cette problématique-là que nous allons voir aujourd'hui, et nous allons donc essayer de déterminer quel est le meilleur indice entre le Nasdaq et le S&P 500, et lequel faut-il privilégier pour un ETF. Dans cette vidéo, nous allons passer par plusieurs étapes. Premièrement, nous verrons qu'est-ce que le Nasdaq 100, et nous ferons un petit topo sur cet indice. Ensuite, nous comparerons le Nasdaq 100 au S&P 500, puis nous verrons quels sont les atouts des ETF en règle générale, ce qui va nous servir à expliquer donc pourquoi je n'aime pas le Nasdaq. Ensuite, nous ferons une comparaison entre le Nasdaq et le stock picking, et enfin une conclusion. Et juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance et que cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et devez faire vos propres recherches avant d'acheter ou non une entreprise. Ceci étant dit, commençons par rappeler qu'est-ce que le Nasdaq. Le Nasdaq est avant tout une bourse. Au même titre que le New York Stock Exchange ou encore Euronext en Europe, c'est une bourse sur laquelle sont cotées des actions et sur laquelle vous pouvez donc négocier des titres, que ce soit des actions, des obligations, etc. Cette entreprise donc du Nasdaq qui a créé la bourse du Nasdaq émet deux indices. Le Nasdaq Composite qui a été créé en 1971 et le Nasdaq 100 qui a été créé en 1985. Le Nasdaq Composite contient quasiment toutes les valeurs cotées à la bourse du Nasdaq, soit environ 959 entreprises. Tandis que le Nasdaq 100 se compose seulement des 100 plus grosses valeurs du Nasdaq Composite. Et donc en règle générale, c'est le Nasdaq 100 que vous retrouvez sur des ETF et que vous pouvez acheter via des ETF. Et il est très important de préciser que ce n'est pas un indice géographique comme le S&P 500 qui va prendre les 500 plus grosses capitalisations américaines, mais il s'agit d'un indice basé sur une place boursière. Un indice qui va prendre les 100 plus grosses cotations sur la place boursière du Nasdaq, et ça fait une différence énorme, puisque une entreprise comme Apple par exemple, elle est cotée au Nasdaq, mais demain elle peut tout à fait décider d'être cotée au New York Stock Exchange par exemple, ou encore au Nasdaq, on retrouve des entreprises qui ne sont pas américaines et qui sont cotées dans d'autres pays du monde. Maintenant, pour comparer le Nasdaq par rapport au S&P 500, j'ai décidé de prendre deux ETF qui sont éligibles au PEA, à savoir le Lyxor PEA Nasdaq 100 qui a pour ticker PUST et le BNP Paribas S&P 500 qui a pour ticker ESE. Les deux sont en capitalisation et les deux sont bien évidemment en réplication synthétique. Si on regarde quels sont les 10 plus grands constituants du Nasdaq et du S&P 500, on voit qu'on retrouve des lignes quand même relativement similaires, avec Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta dans le top 5, et c'est ensuite que ça diffère un peu, puisque forcément dans le S&P 500, on va avoir des entreprises qui ne sont pas cotées au Nasdaq, comme Berkshire Hathaway, Eli Lilly ou encore JP Morgan. Puisqu'il faut savoir qu'à la bourse du Nasdaq, il n'y a aucune entreprise financière qui y est cotée. Ensuite, si on regarde le poids du top 10 dans les différents indices, on voit que côté Nasdaq, on a 49% de l'indice qui est occupé par son top 10. Donc ça représente quasiment 50% de l'indice et c'est très élevé. Maintenant, si on regarde côté S&P 500, le top 10 de l'indice ne représente que 34% de la répartition totale de l'indice. Et maintenant, au niveau des secteurs, on voit que côté Nasdaq, on voit qu'on a le secteur technologique qui représente près de 60% de l'indice, avec ensuite la consommation discrétionnaire, la santé, et on voit qu'il n'y a pas le secteur de la finance, alors que côté S&P 500, la technologie ne représente que 30% environ de l'indice, et on a ensuite la santé, la finance, la consommation discrétionnaire, etc. Et on a tous les secteurs qui sont représentés dans le S&P 500. Et si on compare la performance de ces deux indices, en tout cas des deux ETF que je vous ai présentés plus tôt, alors la performance ne remonte que jusqu'en 2015 ici, mais vous pouvez voir que le Nasdaq surperforme largement le S&P 500, puisqu'on a quasiment le double en performance, soit 300% pour le S&P 500 contre 570 pour le Nasdaq. Mais ça, ce n'est pas vrai sur toutes les périodes, attention, puisque juste après la bulle Internet dans les années 2000, c'était l'inverse, forcément, vu que le Nasdaq est très exposé aux valeurs technologiques, il a sous-performé le S&P 500 après cette période.
Et si on regarde un petit peu côté volatilité, il est assez intéressant de noter que le Nasdaq forcément est plus volatile que le S&P 500 avec une volatilité sur 5 ans de 25% versus 21% pour le S&P 500. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que le maximum drawdown est plus important côté S&P 500 avec 33% versus 31% pour le Nasdaq. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va essayer de se poser la question, quels sont les atouts principaux des ETF? Pour ma part, je pense que le principal atout des ETF est d'être passif et de fournir immédiatement une diversification sur plusieurs dizaines, voire des centaines d'entreprises différentes, réparties sur plusieurs secteurs différents, et parfois même dans plusieurs pays différents. Également, les ETF sont généralement basés sur des marchés qui sont pondérés en fonction de la capitalisation des entreprises, ce qui permet un effet auto-nettoyant au sein des ETF, puisque forcément si une entreprise sous-performe, sa capitalisation va baisser, et donc son poids va diminuer dans l'ETF, et inversement, plus une entreprise performe, plus sa capitalisation va augmenter, et donc son poids va augmenter dans l'ETF. Et ça permet également automatiquement de sortir de l'ETF les entreprises qui font faillite. Ensuite, les ETF principaux sont généralement également basés sur une géographie particulière, comme un pays ou une région du monde, mais attention, ce n'est pas le cas du Nasdaq. Et les ETF sont également très performants et permettent d'obtenir la performance du marché à moindre coût et surtout à moindre risque, et sont des outils qui sont très bien et qui doivent être le socle de n'importe quel portefeuille qui se respecte. Maintenant, pourquoi, personnellement, je n'aime pas le Nasdaq 100? Il y a plusieurs raisons à ça, mais la première est surtout que c'est un indice non géographique. En effet, comme on l'a dit en début de vidéo, il dépend d'une bourse. Le Nasdaq 100 représente les entreprises qui sont cotées au Nasdaq et non une zone géographique comme le S&P 500 qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines. Et si demain une entreprise comme Apple par exemple décide de changer de bourse pour X ou Y raison et passe du Nasdaq au NYSE, eh bien elle disparaît de l'indice du Nasdaq tout simplement, mais par contre elle va rester dans le S&P 500 tout simplement parce que dans le S&P 500, ça n'importe pas qu'une entreprise soit cotée au Nasdaq ou au NYSE tant qu'elle est américaine. Ensuite, selon moi, le Nasdaq est également trop concentré sur son top 10, ce qui représente presque 50% de l'indice contre 34% pour le S&P 500. Il est également trop concentré sur le secteur technologique qui représente presque 60% de l'indice. Alors ça c'est bien comme lors de ces 10 dernières années quand la tech monte et surperforme, mais c'est moins bien quand elle baisse. Et par exemple dans les années 2000, il valait mieux avoir du S&P 500 que du Nasdaq. Et c'est un indice qui, pour moi, a le cul entre deux chaises, donc pardonnez-moi l'expression, mais c'est un indice qui est trop concentré pour être un bon ETF et moins performant que du stock picking. Alors quand je dis trop concentré, c'est pas forcément le nombre d'entreprises. Ce n'est pas le fait qu'il y ait 100 entreprises versus 500 entreprises. Quand je dis trop concentré, c'est-à-dire que le top 10, selon moi, est trop important dans l'indice, et également qu'il y a une trop forte représentation du secteur technologique. Et maintenant, justement, si on compare le Nasdaq au stock picking et qu'on regarde la performance du Nasdaq par rapport au Magnificent 7, donc les Magnificent 7 qui sont toutes les 7 dans le top 10 du Nasdaq et du S&P 500, à l'exception de Tesla qui n'est plus dans le top 10 du S&P 500. Et donc les Magnificent 7, évidemment, il s'agit de Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Google, Meta et Tesla. Et donc on va essayer de comparer leurs performances. Premier point, on voit que sur une période de 10 ans, si on avait un portefeuille équipondéré entre les 7 entreprises qui constituent les Magnificent 7 et un Nasdaq 100, le portefeuille contenant les Magnificent 7 a largement surperformé l'indice. Maintenant, si on regarde les performances individuelles de ces 7 entreprises, on voit qu'elles ont toutes surperformé individuellement le Nasdaq, sauf Amazon et Alphabet qui sont légèrement en dessous. Et d'ailleurs, on voit sur le graphique que Nvidia et Tesla ont des performances qui sont complètement délirantes et qui sont complètement décorrélées du reste des actions, tout simplement parce que ce sont des actions qui sont fortement spéculatives, surtout en ce moment. Et donc je vous ai fait une troisième simulation qui reprend la simulation numéro 1, à savoir les Magnificent 7, mais sans Tesla et Nvidia, donc là on n'a plus que 5 entreprises dans le portefeuille, mais vous voyez que même avec ces 5 entreprises, on surperforme largement le Nasdaq. Et ça c'est vraiment très important à comprendre puisque le top 10 du Nasdaq représente plus de 50% de l'indice. Donc c'est aussi un élément qui fait que pour moi le Nasdaq n'est pas intéressant, puisque dans ces cas-là, il vaut mieux acheter les entreprises du top 10 qu'acheter l'indice lui-même.
Juste avant de passer à la conclusion, je vous rappelle que vous retrouverez en description un lien vers mon application qui contient notamment un Quality Stock Screener qui vous permet de sélectionner les meilleures entreprises du monde parmi plus de 8800 entreprises. Ça vous permet également de trouver des actions de qualité grâce à l'analyse quantitative et vous voyez sur le screenshot de gauche qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui a fait son apparition avec la possibilité pour chaque action de visualiser sa performance par rapport au S&P 500 et de savoir si elle a surperformé ou non le S&P 500 sur les 5 dernières années. Également, dans l'application, vous pourrez faire des analyses fondamentales en répondant à une checklist fondamentale et acheter au meilleur moment grâce à une watchlist personnalisée qui vous indique quelles sont les meilleures actions à acheter à un instant T par rapport à leur valorisation. Et donc maintenant, pour conclure, et là, petit disclaimer encore comme d'habitude, je précise qu'il s'agit de mon avis, de mon opinion, et que vous êtes tout à fait libre de ne pas être d'accord avec moi. Mais je pense que si vous ne deviez choisir qu'un seul ETF pour le restant de vos jours, vous devriez prendre un S&P 500 et pas un Nasdaq. Tout simplement parce que le S&P 500 est plus passif. Pourquoi ? Parce qu'il repose sur une géographie et non une place boursière. Il est plus diversifié, avec une meilleure diversification sectorielle, il est moins volatile, et en général, les ETF qui répliquent le S&P 500 ont moins de frais. C'est le cas sur le PEA avec le ESE qui a 0,15% de frais versus 30% pour le PUST. Ensuite, si vous voulez avoir plus de performance qu'un ETF S&P 500, dans ces cas-là, allez faire du stock picking. Selon moi, ça ne sert à rien de doubler les ETF et de doubler vos positions, puisque la plupart du temps, quand vous prenez un ETF Nasdaq, c'est que vous avez déjà un S&P 500 à côté. Et la surperformance du Nasdaq vient juste de sa plus forte concentration sur les Magnificent Seven et son top 10. Et donc, dans ces cas-là, selon moi, le Nasdaq n'a pas réellement d'intérêt. Il vaut mieux acheter indépendamment les 7 entreprises qui constituent les Magnificent Seven et vous aurez une meilleure performance. Et donc dans le meilleur des mondes, vous pouvez mixer les deux. Vous pouvez acheter un ETF S&P 500 ou même MSCI World si vraiment vous y tenez et faire du stock picking à côté. Ça c'est ma stratégie personnelle et ça vous permet vraiment d'avoir le meilleur des deux mondes, d'avoir un socle de votre portefeuille qui est passif et ensuite d'avoir une partie plus agressive sur du stock picking sur laquelle vous allez aller chercher plus de performance. Et ensuite l'avantage c'est que vous pouvez également adapter la proportion d'ETF et d'actions individuelles en fonction de votre profil et vous pouvez commencer par exemple en 80-20 puis passer en 50%, ou même par exemple si vous êtes plus âgé et que vous approchez de la retraite, vous pouvez petit à petit basculer de plus en plus sur des ETF et abandonner les actions individuelles. Et juste avant de terminer la vidéo, je vous rappelle que vous trouverez en description un lien vers des codes et des liens de parrainage pour ouvrir un PEA et un compte titre chez les meilleurs courtiers du marché. Ne ratez pas les offres qu'il y a en ce moment, elles sont très intéressantes. Et donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci à tous de m'avoir écouté, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi concernant le Nasdaq, je serai ravi d'en débattre. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous rappelle de vous abonner, allez également me suivre sur Instagram @iq-invest.fr, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.